Notre invité studio aujourd'hui est bourgmestre depuis près de 3 ans et demi maintenant, après avoir été porte-parole de parti, chef de cabinet de Freddy Tillmans, échevin du tourisme et des finances. Autant vous dire qu'il connaît à la fois la com, le contenu des dossiers bruxellois et qu'il est attentif à la fois aux questions de sécurité et aux grands dossiers d'aménagement. Nous accueillons Philippe Clauz, bourgmestre de la ville de Bruxelles, membre du Parti socialiste. Merci d'être le premier invité studio dans cette nouvelle émission, Philippe Clauz. D'abord, l'accueil des migrants, puisqu'on vient d'en parler. La ville de Bruxelles a pris en charge la location d'une centaine de chambres d'hôtel. La région va prendre le relais maintenant avec ce site temporaire près de l'OTAN. C'est une bonne chose ? Alors, c'est ce qu'il fallait faire, même si ce n'est pas une solution structurelle. Ce que je regrette dans ce dossier, c'est qu'on joue parfois à certains niveaux l'invisibilité du problème. Comme je l'ai dit dans une interview chez un de vos confrères, ça n'est pas de ma compétence, ça n'est pas de la compétence de Rudy Vervoort, mais c'est notre responsabilité à tous les deux de trouver une solution, notamment aussi par rapport aux riverains de ces quartiers. Vous avez cité dans le duel précédent le parc Maximilien, c'était extrêmement compliqué. Aujourd'hui, on n'a plus la masse de personnes qui sont là-bas. On a trouvé une solution pour la distribution de nourriture des associations, pour trouver des centres d'hébergement pour la nuit. Mais de nouveau, il faudrait qu'on trouve des solutions maintenant structurelles. Et donc c'est le fédéral qui doit les trouver, ces solutions ? C'est plus général, c'est même un débat européen, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails des conventions de Dublin et tout cela qui font qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vraie politique européenne, parce que c'est l'espèce de sujet tabou, épouvantail. Il y a beaucoup de bêtises qui sont dues dans ce que j'ai entendu avant, notamment le fait que les zones de police ne contrôleraient pas les gens. On les contrôle, mais il n'y a pas d'ordre de quitter le territoire qui sont exécutés, que ce soit d'ailleurs par un ministre CDNV ou par un ministre NVA, il n'y a pas d'expulsion. Donc l'histoire du tout répressif ne marche pas non plus. Simplement, dans ce dossier, il faut prendre ses responsabilités. C'est ce que Rudy Vervoort a fait, c'est ce que la ville de Bruxelles a fait également, parce qu'on veut gérer les choses à Bruxelles. Alors on va regarder ensemble une photo, si vous voulez bien. C'est une image de la manifestation d'hier. Il y avait 10 000 personnes dans les rues de Bruxelles ce dimanche pour protester contre la politique sanitaire. Quelques petits incidents, mais qui sont restés des incidents mineurs. C'est inévitable dans ce genre de rassemblement, ce genre d'incident, ou est-ce qu'il y a moyen de faire autrement ? D'abord, c'est important de pouvoir être contre dans une démocratie. Donc moi, je me suis battu. Vous savez, tout le monde connaît ma position sur le vaccin, sur les politiques sanitaires. En tant que gestionnaire hospitalier, puisque la ville de Bruxelles est un gros gestionnaire hospitalier, on ne défend pas du tout la position de ces manifestants, mais c'est normal dans une démocratie que des gens puissent dire qu'ils ont le droit de s'exprimer. Ont le droit de s'exprimer. Et je dois dire que ça s'est plutôt bien passé. À la fin, un peu comme chaque fois il y a des incidents, là, désolé, les forces de l'ordre rentrent en action parce qu'il s'agit de préserver la paix publique. Sur le fond, sur cette situation sanitaire, on sent qu'on est un petit peu entre deux. On sent que les contaminations sont en train de remonter, qu'elles vont exploser dans les jours à venir, mais on n'a pas encore de certitude sur ce qui va se passer dans les hôpitaux. Quelles sont les informations que vous avez sur les hôpitaux ? Est-ce que vous avez une vraie inquiétude sur la saturation des hôpitaux bruxellois ? On peut dire que ça diminue dans les soins intensifs, mais on a un gros problème aujourd'hui, c'est l'absentéisme du personnel. Donc ce matin, j'étais encore en contact avec la directrice de l'hôpital Bruckmann et qui me disait qu'elle allait devoir fermer des unités par manque de personnel. Parce que les gens sont écartés, parce que positifs, dans le milieu hospitalier, évidemment, ils sont plus exposés que d'autres. Et donc la situation reste tendue. Et en même temps, il faut beaucoup d'humilité par rapport à ce virus. Vous savez, moi, je me suis souvent énervé, je me souviendrai toujours le docteur Charlotte Martin, infectiologue bien connu maintenant du public, puisqu'elle est souvent dans les médias. Je lui disais, mais en fait, comment ça se fait qu'on a encore tellement de questions ? Et elle m'a dit cette phrase très juste, elle m'a dit, mais c'est le principe de la médecine de ne pas savoir à la base, de se poser des questions. Et aujourd'hui, dans le fond, ce virus, il est étudié partout, il mute, et on a encore beaucoup d'interrogations. Donc il faut à la fois de l'humilité et en même temps tracer une ligne stricte qui est de préserver nos concitoyens. Il faudra passer à l'obligation vaccinale un jour ? Je crois qu'on n'aura pas le choix, mais il faudra en tout cas passer par un débat démocratique. Moi, je suis pour l'obligation vaccinale, je l'ai déjà dit, mais je pense que ça doit passer par un Parlement qui est en débat avec des gens qui sont contre, des gens qui sont pour, des scientifiques, des experts, des comités de bioéthique qui se prononcent, quelle catégorie de population. Pas régler ça comme ça avec un arrêté ministériel ou un arrêté royal, il faudra une loi, il faudra un débat au Parlement. Alors il y a un grand regroupement des hôpitaux bruxellois qui va avoir lieu avec Saint-Pierre, mais aussi le groupe privé, le Chirec, le pôle universitaire et Keras, qui vont tous se retrouver dans un réseau qui va s'appeler Chorus. C'est un mariage de raison, ça va changer quelque chose pour les patients bruxellois ou pas ? Alors le grand principe de nos hôpitaux, c'est, quel que soit votre niveau de revenu, vous avez accès à tous les soins par des grands professionnels. Ça va évidemment rester. Ici, c'est d'améliorer l'expérience. Non pas l'expérience, mais tout ce qui est l'inventivité de nos médecins. Vous savez, aujourd'hui, vous avez intérêt, c'est traité dans un centre hospitalier qui traite beaucoup de cas, pour qu'il y ait justement cette pratique qui soit développée. Ici, c'est vraiment de conjuguer tous les talents pour arriver à offrir une meilleure médecine. N'oublions pas que s'il y a quelque chose dont on peut être fier en Belgique, et on le voit par rapport aux pays dans le monde, c'est vraiment l'état de notre médecine. Même s'il y a encore beaucoup à investir, et on le sait qu'il va y avoir une grande réforme des hôpitaux, il est important aussi de se mettre en place, de mettre les Donc un grand réseau bruxellois qui va regrouper tout le monde. Alors, il n'y aura pas tout le monde. Il y a un réseau qui concerne le réseau catholique, je dirais plutôt le réseau UCL. Il y a un réseau néerlandophone autour de la VUB.
et un réseau plutôt autour de l'ULB et de la ville de Bruxelles. Alors, on va regarder une autre photo. Ce sont des images de synthèse. C'est le projet NEO. Il y avait NEO 1 avec un tiers de logement, un tiers de commerce, un tiers de loisirs. Il y avait NEO 2 qui était un centre de congrès mais qui a été abandonné parce que le Covid est passé par là. Il y a une clause de rendez-vous avec le promoteur au mois de mars. Qu'est-ce que ça va devenir, NEO? On doit revoir la copie à cause du Covid ou pas? Mais d'abord, la très bonne nouvelle, c'est qu'on a une adoption par le gouvernement d'une nouvelle version du PRAS. Vous savez qu'on avait été annulé par le Conseil d'État. Le PRAS, c'est le plan régional d'affectation du sol qui doit permettre de réaliser ce projet. C'est quoi ce projet? C'est 800 millions d'euros d'investissement et la création de 3000 emplois. Vous imaginez bien, dans la crise économique sans précédent dans laquelle nous nous retrouvons, nous avons besoin de ce genre de projet, qui est de faire du plateau du Heysel pas ce qu'il est pour l'instant. C'est-à-dire un ensemble de briques et de brocs. Nous avons travaillé avec Méthode pour reconstituer un vrai potentiel de développement économique, social et loisirs. Ouais, mais on sait que par exemple Bruxelles Expo est aujourd'hui en difficulté. On sait que l'économie du tourisme de congrès, elle s'est un petit peu écroulée avec le Covid. Est-ce qu'on va vers un Néo 3 où par exemple on va essayer de rebooster Bruxelles Expo en disant que le congrès ce sera un Néo 3? Clairement, c'est clairement ça, c'est vraiment de travailler sur Bruxelles Expo. Bah, évidemment, Bruxelles Expo a perdu en 1 an et demi 100 millions de chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est énorme. Il n'y a plus de congrès. Tout ce qu'on a pu faire, on l'a remonté. Vous avez vu que ça a redémarré très vite. Quand on a relancé des salons comme Made in Asia, des choses comme ça, on a eu des Donc vous croyez toujours dans cette économie-là, l'économie du congrès? Je pense qu'évidemment, elle va muter. Elle va muter, mais c'est clair que les gens vont continuer à se voir. C'est comme de croire que les gens ne vont plus voyager. Les gens vont continuer à voyager, on va voyager autrement, mais nous resterons la capitale de l'Europe. Et donc, nous étions avant le Covid la deuxième plus grande ville de congrès du monde. Mais donc, Bruxelles Expo restera le centre de congrès et au-dessus, on mettra des hôtels, des choses de ce genre-là où on y renonce. On aura ça, on va travailler sur une multimodalité, c'est-à-dire que vraiment travailler à la fois les salons et les congrès. On a un master plan par rapport à cela et on discute avec les autorités régionales pour faire notamment de Bruxelles Expo toujours le fleuron qu'il est. Et on garde un stade de foot au Roi-Baudouin? Alors pour le moment, le stade de foot est un peu le dossier, je l'avoue, un peu au point mort. Hein, donc c'est un dossier qui est entre les deux. Et on peut comprendre que dans la crise actuelle, on n'ait pas eu beaucoup le temps de s'en occuper. Mais ça reste évidemment important d'avoir un socle pour les Diables Rouges en territoire bruxellois. Alors, puisqu'on parle de foot, un petit clin d'œil pour vous, un petit coup d'œil au classement du championnat. L'Union Saint-Gilloise est en première position. Le Sporting d'Anderlecht est 3e, 9 points de retard. Je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration du Sporting d'Anderlecht, pour ceux à qui ça aurait échappé. Le titre pour les Mauves, c'est encore jouable? C'est difficile. D'abord, vous dire un truc, c'est que ce serait fantastique si on pouvait avoir le WDM qui remontait en Division 1. On aurait quand même des derbys incroyables, quand même, si 3 clubs bruxellois déjà étaient là. 2 Bruxellois dans les 3 premiers, c'est pas mal. Écoutez, je dois reconnaître que l'Union, c'est assez exceptionnel ce qui est en train de se passer. Mais grand hommage à Vincent Compagnie. Franchement, d'abord... On est en train de sortir du doute au Sporting d'Anderlecht. Est-ce qu'il va y avoir des recrutements dans le mercato? Il y a toujours des recrutements. Mais ça, honnêtement, comme administrateur indépendant, je rappelle, et non rémunéré, je ne m'occupe pas des recrutements. Il y a quelqu'un de fantastique qui est Peter Verbeek, qui est à la tête du RSCA, qui fait ça très bien. Mais j'ai vraiment une pensée pour Vincent Compagnie parce qu'au-delà de l'attaque qu'il a eue quand il était à Bruges et qui vraiment est scandaleux, il faudrait vraiment en sortir, c'est quelqu'un qui est revenu aussi par conviction. Et vous croyez toujours au titre, Philippe Clauze? Au titre cette année? Écoutez, on l'espère, on verra bien. Mais en tout cas, j'espère vraiment qu'on redevienne européen, parce que ça manque vraiment aux supporters. Alors, vous avez parlé de Charlotte Martin, c'est elle qui sera notre invitée demain dans Plus d'Actu. Merci d'avoir été là et à demain.